Ina, podcast. Salut, c'est Julia de l'Ina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'André, 73 ans, sage-femme à la retraite. On est en 1984. Son accent vient d'Alençon, en Normandie. De son temps, les sages-femmes se déplaçaient dans les maisons pour accoucher les femmes. André nous raconte comment ça se passait. Eh bien, il y en avait bien. Il y avait beaucoup de sages-femmes parce que les docteurs ne faisaient pas d'accouchement à cette époque-là. Il n'y avait donc que les sages-femmes qui faisaient les premières consultations, qui faisaient toutes les consultations. On envoyait à un gynéco que quand il y avait quelque chose qui vraiment n'était pas de notre sort, qu'on voulait se mettre en sécurité, et la maman surtout. Alors, mais c'était toujours les sages-femmes qui faisaient les accouchements. Moi, j'ai vu arriver que le bébé était né. Qui est-ce qui avait aidé la femme à prendre et à finir de tirer le bébé ? C'était une voisine, c'était la mère, c'était la sœur, c'était des femmes. Le métier de sage-femme, c'est le métier le plus vieux du monde. De la plus haute antiquité, de la nuit des temps, il y a toujours eu des femmes pour aider les femmes. L'homme était entièrement exclu de la question. Mais quand vous avez commencé votre métier, où se passaient le plus souvent les accouchements ? À domicile. On allait faire des accouchements dans des endroits pas tellement drôles. Alors là, évidemment, il y avait beaucoup de misère, beaucoup de malheureux, où il n'y avait rien. On peut dire rien. Je suis venue quelquefois chez moi, casser des draps, faire des petites chemises parce que l'enfant n'avait rien pour être habillé. Maintenant, les femmes sont aidées. Comment se passait l'accouchement à la maison ? L'accouchement à la maison, ça se passait d'une façon très simple. Parce que d'abord, quand elles étaient enceintes, elles venaient nous voir, nous les sages-femmes. Nous les examinions, puis nous faisions les calculs, très savants, pour dire à peu près à quelle époque ça allait venir. Alors on leur donnait une liste d'abord, ou ce qu'il fallait qu'elle achète. Elle allait chez le pharmacien, acheter de l'alcool, du coton, des antiseptiques, etc., pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions possibles. On leur disait ce qu'il fallait qu'elles préparent pour faire le lit, pour avoir des tissus de caoutchouc, des toiles cirées ou quelque chose pour protéger les matelas. Du linge pour le bébé, on leur disait ce qu'il fallait qu'elle ait, petite chemise, petite brassière de laine, les couches, les langes, tout ça. Il fallait que tout ça soit préparé. Il fallait également qu'elle ait un ustensile de cuisine pour pouvoir faire bouillir l'eau. Parce que nous n'avions pas l'eau stérile. Alors il fallait faire bouillir l'eau. Une cuvette très propre pour nous laver les mains. Et quand le moment de l'accouchement était venu, alors on lui avait expliqué à la maman, quand elle venait en consultation, on lui disait qu'elle ressentirait les premières douleurs, qu'elle aurait mal. Ça viendrait tous les 20 minutes, tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes. Et que quand les contractions viendraient tous les quarts d'heure à peu près, il fallait qu'elle nous appelle. Parce que quelquefois, il fallait aller très loin en campagne. Quelquefois, on était occupés avec une autre maman. Alors, il fallait le temps de nous contacter, d'y arriver. Alors, nous arrivions en général toujours à temps, ça s'arrangeait toujours. Et quand nous arrivions, alors évidemment, on préparait toutes nos affaires. Nous avions notre trousse avec tout ce qui était nécessaire pour pratiquer l'accouchement. On regardait si le lit était bien fait, si tout était impeccable. On faisait bouillir l'eau. Généralement, c'était une grand-mère ou une voisine qui avait fait bouillir l'eau. Et puis qui avait préparé la cuvette. Et quand il n'y avait pas de cuvette, c'était quelquefois dans une soupière ou dans un saladier. Ça m'est arrivé. Et alors, on examinait la maman pour voir d'où en était le travail. Et on restait près d'elle. En la conseillant, en l'aidant, en l'épaulant, en racontant des histoires pour que le temps passe et qu'elle n'ait pas peur. Et elle n'avait pas peur. Elle était confiante. On passait quelquefois des nuits, des jours entiers à côté de la même maman. Et on ne la quittait pas. Est-ce que quelqu'un a aidé la sage-femme ? Alors, il y avait toujours, avec la sage-femme, ou la mère et le père, ou la voisine. C'était la famille qui aidait. Et qu'est-ce qu'elles avaient à aider ? Pas grand-chose, parce que c'était la sage-femme qui préparait tout. Nous avions une petite table, on mettait une serviette propre, et puis quand le bébé était pour venir, on ouvre notre boîte, toute prête, tout était préparé, pour qu'on ait qu'à prendre à nous servir nous-mêmes. On mettait nos gants, parce que moi je n'ai jamais fait d'accouchement sans gants.
À une époque plus éloignée peut-être maintenant, et il faisait à main nue, avec des mains plus ou moins propres. Tandis que moi, je mettais toujours des gants stériles. Et tout était stérile, donc il n'y avait que moi qui y touchais. Quels étaient les soins pour les nouveau-nés? Eh bien, quand l'enfant venait de naître, la première chose, c'était ce que nous appelons le désobstruer. Il avalait quelquefois du liquide, parce qu'il y a du liquide, tu sais ça. Bon, donc il avalait quelquefois du liquide, c'est-à-dire qu'il avait des glaires. Ce que nous faisions, nous les sages-femmes, on lui mettait la tête en bas. Et automatiquement, quand il criait, eh bien tout ça, ça partait tout simplement d'une façon naturelle. Il se désobstruait tout seul. Alors là, on nettoyait sa bouche, on nettoyait ses yeux. Avant de lever le cordon, on commençait par cela. Ensuite, on mettait le clan de barre pour l'ombilic. On faisait le pansement, on désinfectait, on mettait une compresse stérile, on entourait bien le clan. On mettait une compresse en dessous pour ne pas que ça blesse son petit ventre. Et on mettait une bande velpeau. Ensuite, on le nettoyait, on enlevait le plus gros, parce qu'il était enveloppé d'enduit sébacé. Maintenant, on les baigne, mais à cette époque-là, dans les campagnes, il ne faisait pas très chaud. Alors, on respectait la nature. Et ce que nous appelions l'enduit sébacé, c'était une espèce de gras qui enveloppait le corps du bébé. On le respectait, ça. On enlevait le plus gros, on laissait l'enduit sébacé, on mettait sa petite chemise et on l'habillait tout simplement. Et le lendemain, quand nous revenions, l'enduit sébacé s'était résorbé, il était propre, il était net, il était beau, il avait chaud, il était bien. Comment pouviez-vous savoir si l'enfant était bien placé ou non? Quand on examinait la maman, elle était allongée sur un lit dur, un matelas insomnier très dur. On prenait d'abord la hauteur du ventre, de l'utérus. Bon, on voyait là, si la hauteur normale, 30, 32, 33, ça voulait dire un enfant seul, un seul unique, bon, très bien. Et on prenait au niveau du... Tu sais ce que c'est que le pubis? Et l'os, là, qui se trouve, le bas du ventre. Alors on prenait dans nos mains, et puis on sentait si c'était une tête, parce que c'était rond. La forme d'une tête, c'est rond, c'est ferme. Et ça se voit très bien. Dans nos deux mains, on sentait très bien s'il y avait une tête. Si la tête s'engageait ou si elle était mobile. Et puis on suivait, on remontait avec notre main, on tenait le fond de l'utérus, on remontait avec notre main et on sentait, on cherchait où était le dos du bébé. On sentait le dos, on suivait, il était soit à droite, soit à gauche. S'il était à droite, c'était bon, s'il était à gauche, on sentait ses petits pieds. Si on sentait tout ça, alors on savait que l'enfant était bien placé, ça allait. Mais quelquefois, l'enfant venait par les fesses. Ou bien par les pieds. Et c'était le même procédé. On cherchait d'abord dans le bas, qu'est-ce qu'on trouvait? C'était justement manuellement. Et alors nous avions le stéthoscope, évidemment, pour écouter le cœur de l'enfant. Comment prévenait-on les docteurs? Il y avait le téléphone à cette époque-là. Et quand il n'y avait pas de téléphone, alors il y avait, si c'était dans une ferme par exemple, eh bien, il y avait le voisin ou la voisine ou un jeune homme qui prenait un cheval, une voiture, une carriole, et puis qui allait à toute vitesse chercher le docteur. Et alors le docteur, lui, revenait avec sa voiture, mais en montant plus loin dans le temps, il venait avec sa carriole, lui aussi. Ou bien il venait à cheval. C'est vrai. Le premier bébé que j'ai mis au monde, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un premier bébé. Et moi, c'était décidé, j'ai accouché celle-là, c'était la première. Et il y avait ce jour-là une intervention très sérieuse. Et tout le monde était parti à la salle d'op. Et puis j'étais restée toute seule avec une autre élève qui, elle, avait déjà fait des accouchements. Et puis, mon Dieu, c'est un premier qui n'était pas facile. Et par-dessus le marché, il pesait 4 kilos. Je me rappelle. Si bien que j'étais pas peu fière de moi parce que je n'ai pas déchiré rien du tout. Pas besoin de recoudre, rien, magnifique. Mais quand ça a été terminé, je me suis effondrée, mise à pleurer comme un enfant. Mais j'étais heureuse, mais heureuse. C'était merveilleux de sentir ce petit être dans les mains et que j'avais participé, que ça s'était bien passé et que la maman était très bien, merveilleusement bien. C'est un souvenir extraordinaire. À l'époque, même si les femmes se rendaient à l'hôpital si nécessaire, l'accouchement restait la plupart du temps un événement domestique,
vécues dans l'intimité de la maison. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.